Directeur de l'établissement public du service départemental d'incendie et de secours, en mon nom propre, mais aussi au nom de Germinal Perrault, président du conseil départemental, mais aussi président du conseil d'administration de justice. Je souhaitais vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue dans le bâtiment de l'état-major du SDIS et vous dire combien nous sommes fiers et honorés de votre présence ce matin pour évoquer, pour présenter, pour lancer Juin Vert, qui est donc une action majeure en matière de dépistage des cancers. Et le SDIS a souhaité être associé à cette opération. Enfin, on s'est rencontrés à plusieurs reprises pour organiser ce partenariat, parce que pour nous, ça a du sens. On représente un peu plus de 2000 personnes, femmes et hommes, au sein du département, entre les sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires, les personnels administratifs et techniques. Ça représente près de 2000 personnes. Nous avons été touchés par malheureusement plusieurs cas de cancer ces dernières années. Ce sont à chaque fois des drames humains que nos collègues ont du mal à passer. On a heureusement quelques collègues qui ont guéri, mais après de longues absences, après des souffrances psychiques et physiques importantes. Donc on connaît, malheureusement, on est les premiers témoins des ravages du cancer. Et comme pour l'incendie, on connaît aussi la force de la prévention. La prévention est un domaine où on a de bons résultats, et donc on a tout de suite accepté ce partenariat parce que la prévention, c'est dans notre ADN, c'est dans nos gènes également. Et j'ai souhaité très rapidement vous mettre à disposition notre réseau du service de santé et de secours médical, puisque peut-être peu de gens le savent. On a plus de 50 médecins, on a 115 infirmiers, on a des sages-femmes, dans une aujourd'hui représentera le SDIS, on a des psychologues, on a des vétérinaires, des pharmaciens, on a un service de santé qui est très actif et qui réalise des visites médicales régulièrement. Et donc j'ai proposé que lors de ces visites médicales soit à nouveau rappelé l'importance des dépistages et que nos sapeurs-pompiers, nos personnels administratifs puissent bénéficier de ces dépistages précocement. On a même pris la décision de favoriser l'absentéisme. C'est-à-dire qu'une secrétaire qui voudrait passer une mammographie, on va lui faciliter la vie puisqu'on lui permettra de s'absenter de son poste de travail pour aller réaliser cette mammographie, parce que on l'avait constaté, malheureusement, c'est les professions qui s'occupent des autres qui sont souvent les plus mal lotis en matière de suivi et de dépistage. Voilà. Donc je voulais juste vous dire ça en introduction, vous remercier en tout cas, et ça nous honore d'avoir choisi ce lieu pour faire cette conférence de presse. Je vous souhaite une excellente conférence de presse. Je suis obligé de m'échapper, je vais à la préfecture. Et je vous remercie à nouveau. Bonne journée. Bien. Bonjour à tous et puis merci monsieur le directeur de votre accueil et merci à vos équipes. Voilà. Moi, je voudrais redire ce qu'on sait à peu près tous, mais le dire, le redire et le rabâcher, je pense que c'est important. On a aujourd'hui un système de santé qui est sous pression, qui est sous tension, et on ne va pas le régler en quelques jours, ni en quelques mois, ni en quelques années. On parle souvent de la problématique de lits disponibles, on parle souvent du manque de médecins. Il est évident que, on le sait, 40% des cancers serait évitable avec des comportements différents, des comportements par rapport bien sûr au tabac, à l'activité physique, à l'alcool, etc., mais aussi par rapport au respect d'accès à la prévention et donc au dépistage et à la vaccination. Donc, système de soins, oui, mais une politique de santé, c'est aussi travailler en amont, donc sur la prévention. Donc c'est vrai que pour nous, c'est absolument important de rappeler que le dépistage et la vaccination sont absolument des éléments primordiaux pour établir un bon carnet de santé, donc une bonne prévention et pour se garantir surtout une bonne santé. Alors sur le col de l'utérus, quand même dire que la Nouvelle-Aquitaine, mais M. Gandouet y reviendra, la Nouvelle-Aquitaine, on est dans un niveau de dépistage qui est à 62%, donc des personnes qui sont en âge d'avoir ce dépistage. Et la Dordogne, comme un petit peu à l'habitude sur tous ces systèmes de prévention, est un petit peu en retrait.
puisqu'on est, je crois, 1 ou 2 points un peu plus bas, 61%. Donc c'est peut-être mieux que pour d'autres dépistages, mais pour autant, comme je dis, il faut rabâcher, il faut redire, il faut ramener les gens de la prévention, parce que les périgourdins ont besoin d'avoir ce sentiment que, en tout cas d'avoir la conviction qu'une partie des problèmes se réglera pour eux et pour le système de santé par cette prévention et donc par l'entrée dans les dispositifs de prévention qu'on leur propose quand on parle de dépistage. Donc, vous savez, on a fait plusieurs autres campagnes de communication. On est peut-être un département qui est aussi en retrait, peut-être plus en retrait encore. Et c'est pour ça qu'il est de notre devoir de rappeler et donc de passer ces messages de prévention. À l'ARS, on veut s'attacher aussi à gommer les inégalités de territoire, puisqu'on le sait, il y a des écarts entre les départements, mais il y a aussi des écarts entre nos propres territoires. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, rappeler aussi qu'il y a des populations qui sont encore plus éloignées de la prévention. Donc notre objectif aussi, c'est de pouvoir travailler avec les quartiers politiques de la ville, donc on va dire avec des populations peut-être un peu plus précaires. C'est pas peut-être, c'est précaire, parce que la définition d'un quartier se fait en fonction d'un niveau de revenu. Et puis travailler aussi vers les personnes qu'on appelle personnes handicapées, c'est-à-dire aller vers les établissements médico-sociaux pour leur permettre aussi plus facilement d'avoir un accès à ces dépistages, quels qu'ils soient. Donc voilà, les précaires, les personnes ayant handicap, les quartiers politiques de la ville. Donc voilà, vous dire que c'est un peu aussi nos priorités, puisque ces personnes sont encore plus loin de l'offre de soins et encore plus loin donc des systèmes de prévention. Notre objectif, c'est aussi d'aller vers ces populations, vers ces structures, et on aura une dynamique qui est importante dans cette sensibilisation. On ne manquera pas sans doute de refaire des communications et de vous y inviter bien sûr pour que vous vous rendiez compte exactement et que vous puissiez interroger aussi les personnes concernées, leurs accompagnements. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup Didier pour ces mots. Merci beaucoup à Monsieur Rivière de nous accueillir ici dans ce lieu, en bâtiment d'état-major du SDIS. C'est tout un symbole puisque, comme il l'a évoqué, vous êtes en première ligne de tous les enjeux de santé, des enjeux sociaux, des enjeux également de prévention. Je remercie également l'ensemble des intervenants, des corps constitués aujourd'hui. Je remercie également la marraine de cette édition. Là, merci beaucoup pour venir de votre AFP. Et puis, merci également à Sylvie, qui est la bénéficiaire, qui va témoigner donc de l'importance du dépistage et peut-être, en premier lieu, avant d'ouvrir les échanges qu'on évoquait pour aller un peu plus dans les actions d'aller vers sur le département, peut-être vous laisser la parole, Sylvie, pour témoigner de votre expérience autour de cet enjeu pour la vie, cet enjeu pour la santé. Oui, donc moi je vais vous permettre de vous raconter mon histoire, mais c'est quelque chose qui s'est passé déjà il y a plus de 20 ans. À cette époque, les dépistages organisés des cancers n'étaient pas encore en fonction. Donc on n'avait pas d'invitation, des choses comme ça, en tout cas pour les cancers du col. Mais le dépistage du cancer du col, il faisait partie du suivi gynécologique classique, tous les 2-3 ans. Voilà. Il s'est avéré que j'ai changé de région, et au lieu de faire mon suivi régulier tous les 3 ans, j'ai loupé une année. J'ai retrouvé un gynéco et je suis allée faire mon suivi, ça faisait 4 ans. Il s'est avéré que lors du FONTI, le résultat est revenu positif avec une tumeur de haut grade. Donc il a fallu faire des examens complémentaires, des biopsies, et on a fait une intervention chirurgicale en chirurgie ambulatoire, donc relativement simple, avec ensuite des suivis très serrés, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Vous voyez, j'ai 61 ans, ça fait plus de 20 ans, presque 25 maintenant,
je suis toujours en vie, tout va bien. Donc bien sûr, j'insiste vraiment sur l'importance d'aller se faire dépister. Il faut inciter tous les jeunes, enfin les 25-65 ans, à y aller avec beaucoup de force, en faisant effectivement plein de campagnes, et que les professionnels de santé aussi puissent faire la promotion de toutes les professions qui peuvent faire ces dépistages. Notamment, on a les médecins, les sages-femmes, depuis pas si longtemps que ça. Et puis, tous les services, hein, c'est-à-dire qu'il y a les professions libérales, mais il y a aussi les institutions, il y a l'hôpital, il y a le conseil départemental avec le centre de santé sexuelle, enfin voilà. Il y a plein d'endroits où on peut faire son dépistage. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, je prends la parole. Et c'est pas facile, parce qu'en fait, je crois que c'est vous qui avez les mots les plus justes, les plus forts sur l'intérêt, l'importance du dépistage. Effectivement, comme vous l'avez évoqué, le dépistage organisé, il est tout récent, puisqu'il date de 2020. Et je reviendrai sur les résultats qui sont très encourageants, qu'a évoqué Didier, mais pour lesquels il est important qu'on continue notre mobilisation avec tous les partenaires. L'assurance maladie, la MSA, la CPS également avec son président, pour qu'on puisse essayer de mobiliser l'ensemble de nos ressources pour faire que ce cancer qui touche plus de 3100 femmes et qui malheureusement occasionne environ 1100 décès, on arrive ensemble à l'éradiquer. Alors on a 2 leviers pour ça. Ça a été rappelé par le directeur de la délégation de l'ARS. D'une part, la vaccination HPV dès 11 ans. Et d'autre part, un dépistage régulier, vous l'avez rappelé Sylvie, de 25 à 65 ans. Ce dépistage, en fait, il permet de détecter des lésions précancéreuses, avant, en fait, que ça n'évolue en cancer, d'où l'importance, en fait, d'agir le plus précocement possible, et c'est tout l'intérêt de la prévention et du dépistage des cancers. Alors, avant de revenir sur l'enjeu du cancer du col de l'utérus, et de vous évoquer un peu nos stratégies sous l'égide de l'Agence régionale de santé dans le département, j'aurais voulu rappeler ce qu'a évoqué Didier Couteau, et ce qui est très important. Il évoquait un système de santé sous pression. C'est vrai que notre système de santé il est clairement sous pression. Les coutures budgétaires et financières se tendent tout simplement parce que en l'espace de 20 ans, sur la question du cancer, le nombre de cancers a été multiplié par 2 en 20 ans. On est passé de 1990 à 600 cancers par jour à 1200 cancers par jour en 2023. Et ces chiffres vont continuer à évoluer, malheureusement. Le CDE nous l'évoque, plus de 35 millions de nouveaux cas dans le monde devraient être enregistrés en 2050, soit une augmentation de 77% entre 2020 et 2050. Donc c'est une falaise épidémiologique qu'il va falloir qu'on affronte. On affronte, et pour cela, on a des armes. On n'est pas dans la fatalité. La progression rapide, elle va continuer à s'accélérer compte tenu du vieillissement de la population, mais également des facteurs de risque. Et cette conséquence sanitaire, elle a aussi un enjeu budgétaire, c'est-à-dire la soutenabilité économique de notre système, parce que le cancer, c'est la première dépense aussi d'assurance maladie, avec 22,6 milliards d'euros, donc c'est la part la plus importante. Pour vous donner un ordre d'idée, le cancer, c'est 22 milliards, les maladies cardiovasculaires, on est à 19,6 milliards, la psychiatrie, on est à 17 milliards, et ensuite, tout ce qui concerne le diabète, c'est 9 milliards. Donc c'est pour vous montrer, en fait, l'étendue, je dirais, de l'engagement qui va être le nôtre pour justement favoriser ce qu'évoquait très justement le directeur de la délégation de l'ARS, c'est de développer la prévention, de développer le dépistage, parce que cet effet ciseau entre le nombre de cancers qui va continuer à augmenter avec le vieillissement de la population et son coût avec les coûts thérapeutiques qui augmentent, nous engage à préserver notre modèle social, préserver notre contrat social, préserver l'universalisme en fait de notre système de santé. Alors j'ai décidé d'être optimiste quand même ce matin, et donc on a quand même deux leviers pour essayer de préserver cette démarche. Comme l'évoquait Didier Couteau, 40% des cancers pourraient être évités et sont évitables. C'est-à-dire c'est 170 000 cancers évitables chaque année. Chaque année, on a la capacité à agir. C'est par des changements de comportement et mode de vie, le tabac pour 20%, l'alcool également pour 8%, l'alimentation déséquilibrée et le surpoids pour 10%, la sédentarité. Donc on a des moyens d'agir déjà en prévenant par des comportements plutôt protecteurs pour sa santé les risques liés à ce cancer. Et puis, c'est ce qui nous lie aujourd'hui, c'est la prévention et le dépistage des cancers, qui sont les armes les plus efficaces contre les cancers les plus répandus.
Et notre objectif est de détecter à un stade précoce la survenue d'une maladie, d'agir le plus rapidement possible pour avoir des soins les moins invasifs, et vous l'avez évoqué, Sylvie, de sauver plus de vies et de limiter l'incidence également sur l'économie générale de notre système de santé. Alors pour cela, il faut qu'on travaille sur, je dirais, les croyances limitantes, les peurs autour du dépistage, lutter contre les idées reçues. J'ai pas de symptômes, donc je ne me fais pas dépister. Je suis vacciné, donc je ne me fais pas dépister. Je suis jeune, donc je ne me fais pas dépister. Non, sur toutes ces idées reçues, il faut qu'ensemble, en fait, nous les combattions, parce que à chacune de ces idées reçues que je vous ai citées, en fait, la réponse est non, on doit rentrer dans le processus de dépistage des cancers. On n'est pas sur le champ de la fatalité, on est plutôt dans une démarche d'espoir avec le dépistage, mais il nous appartient individuellement, collectivement, d'agir autour de ces enjeux. Alors sur la Nouvelle-Aquitaine, pour revenir sur le dépistage du cancer du col de l'utérus, on a des résultats qui sont très encourageants, mais encore très contrastés. On est à 62,8%, ça a été rappelé, donc on est au-dessus de la moyenne nationale, donc il faut le souligner, avec en Dordogne 61,1% de taux de participation, donc c'est très encourageant, néanmoins c'est très contrasté. On s'aperçoit, et vous l'avez évoqué Sylvie, le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus entre 25 et 65 ans, et on a dans la classe d'âge 25 à 39 ans un taux de participation, un taux de couverture qui est très élevé, aux alentours de 72%, alors que les classes d'âge de 50 à 65 ans ont un taux de couverture de 52%. Ça veut dire qu'on a 20 points d'écart suivant la classe d'âge. Alors sur cette dernière tranche d'âge, la baisse de participation s'explique notamment par un suivi gynécologique moins régulier, mais également aussi par de nombreuses idées reçues qui freinent la participation au dépistage. Et il nous appartient justement dans nos actions que l'on développe d'aller contre ces idées reçues, ces croyances limitantes et ces peurs. Alors c'est pour ça que sous l'égide de l'Agence régionale de santé, on engage des actions de ce qu'on appelle le Aller Vers, en lien avec nos partenaires, dont l'assurance maladie, qui aujourd'hui est en charge de l'envoi des invitations et des relances, mais je laisserai Delphine en parler. Et puis on a une puissance de frappe aussi extraordinaire avec l'assurance maladie, parce qu'ils font des appels sortants. Ça, et j'ai visité la plateforme la semaine dernière avec la directrice des assurés, et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance aussi d'avoir un acteur aussi puissant pour venir justement renforcer autour des publics précaires, ce qu'évoquait Didier, l'incitation à se faire dépister. Et puis avec les équipes du CRCDC, dont je remercie Stéphanie, puis également les équipes, le rapport pour toute l'organisation de ce point presse, notre ambition, elle est de développer des relations avec la population, c'est-à-dire de développer des actions de sensibilisation auprès des publics les plus éloignés de ces dépistages. On voit les personnes en situation de handicap, les quartiers prioritaires de la ville sur lesquels on va engager vraiment des actions très très fortes, et puis également la mobilisation des professionnels de santé. Puis vous en êtes, madame la représentante, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que tous les corps constitués sont en capacité d'agir. C'est pour ça que je salue aussi le SDIS pour son engagement autour de ces enjeux. Alors pour conclure, parce que je vais pas être plus bavard, vous l'aurez compris, on ne va rien s'épargner pour faire en sorte de préserver la vie, la santé des habitants de Dorniol, pour accélérer la prévention, ce virage préventif, ce dépistage des cancers. Et je vais tout de suite laisser la parole justement à Delphine pour évoquer l'engagement de l'assurance maladie autour de cet enjeu pour la vie. Merci Monsieur Landoué. Donc effectivement, l'assurance maladie, dans cet enjeu de santé publique, est là pour faciliter en fait la réalisation. Comment concrètement, depuis janvier 2024, l'assurance maladie va adresser des invitations aux femmes concernées par le dépistage, c'est-à-dire aux femmes âgées de 25 à 65 ans qui n'auraient pas réalisé leur dépistage du cancer du sein. Cet envoi se fait sur le compte Amélie, donc pour les patientes bénéficiant d'un compte Amélie, et pour les patientes qui ne bénéficient pas d'un compte Amélie, elles reçoivent une invitation papier, comme pour l'ensemble des dépistages organisés. Ce qui est important dans cette invitation, c'est qu'on va relancer ces femmes, et on va relancer les femmes qui n'ont pas réalisé ces dépistages-là, et on va faire globalement 2 relances. En complémentarité de ces relances, nous nous engageons sur, M. Landoué l'a dit, sur des actions territorialisées d'aller vers, qui prennent plusieurs aspects.
Un premier aspect, c'est que l'assurance maladie, depuis janvier 2024, s'est dotée, France entière, y compris dans les dom-toms, de plateformes téléphoniques qui ont vocation à appeler les femmes non dépistées et qui sont en situation d'éloignement du système de soins, de façon à entretenir avec elles, on va dire, une conversation, un échange, pour essayer de lever les freins sur la réalisation du dépistage du cancer du col de l'utérus. Lors de ces échanges, nous sommes aussi en capacité de rééditer éventuellement les invitations. Ces appels sont excessivement appréciés, puisqu'on va rentrer quelque part dans l'intimité de la personne et essayer de réexpliquer ce dispositif qui est peut-être un peu plus compliqué que les autres, puisque nous avons 2 tranches d'âge. Nous avons, alors je vais être un peu technique, mais c'est aussi important de le comprendre. Donc pour les femmes qui ont de 25 à 30 ans, il faut pratiquer ce qu'on appelle le fameux frottis, à 1 an d'intervalle, puis tous les 3 ans si les résultats des 2 premiers examens sont négatifs. Pour ces femmes-là, nous allons leur adresser une invitation si dans nos bases, nous n'avons pas de remboursement de ce frottis. Donc ça, c'est la première catégorie des femmes. Ensuite, à partir de 30 ans, de 30 ans à 65 ans, il faut pratiquer un test virologique HPV-HR tous les 5 ans, après un test normal et en fonction des antécédents. Et là aussi, pour cette catégorie d'âge, on va leur adresser une invitation si elles n'ont pas fait cette démarche. Concrètement, comment faire cette démarche? Donc, bien évidemment, en parler à son médecin traitant. On peut réaliser ce test-là auprès de la sage-femme, du gynécologue, et également donc les laboratoires aujourd'hui qui peuvent remettre un test pour l'auto-prélèvement pour réaliser ce test-là. Donc voilà, donc vous dire qu'il y a toute une machinerie qui permet effectivement d'informer le plus possible les femmes sur les modalités de réalisation du test. Il faut savoir que le test est pris en charge à 100% par les régimes d'assurance maladie, c'est-à-dire que la biologie est prise en charge par le test. Voilà. Donc si vous allez chez votre gynécologue et que le gynécologue fait une consultation, la consultation sera prise en charge selon les règles logiques. Voilà. Voilà ce que je voulais dire pour l'assurance maladie. Donc, ici, je parle de la CEPA, mais bien évidemment, la MSA, puisque une partie de la population ici en Dordogne est couverte à 20% par la MSA, procède des mêmes opérations. Donc, vraiment, le credo, je dirais, c'est faciliter cet accès qui est finalement gratuit, pris en charge par les régimes de sécurité sociale, et faciliter l'accès au dépistage. Bonjour, je vais prendre le relais parce que le docteur Léonard était censé prendre la parole. C'est jour de bloc aujourd'hui et je pense qu'il a dû être retenu pour ses fonctions. Moi, pour le département de la Dordogne, localement, comme l'a dit M. Gandoué et M. Couteau, le dépistage du cancer du col de l'utérus s'élève à 61%, ce qui est un tout petit peu moins que la moyenne régionale. Ça reste le premier de la classe des dépistages organisés. Et ça, c'est une excellente chose. Cependant, effectivement, quand on regarde dans le détail, pour illustrer ce qui a été dit précédemment, en Dordogne, chez les 25-45 ans, nous avons un taux de participation de 71%. Là, on est à peu près sur les objectifs européens, et c'est une très bonne nouvelle. Par contre, si on regarde tout de suite sur la tranche 55-65 ans, on perd 26 points. On n'est plus qu'à 45%. Et là, ça ne peut pas être satisfaisant. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce cancer met du temps à se développer, qui peut parfois se passer 20 ans entre le contact avec le papillomavirus et l'apparition du cancer. Donc, c'est très important de ne pas se relâcher dans la surveillance. Et peu importe l'âge, qu'on soit jeune ou moins jeune, même ménopausé, il faut absolument consulter son professionnel de santé tous les ans et se tenir à jour de ses dépistages. Ce cancer, c'est effectivement la deuxième cause de mortalité par cancer chez la femme de moins de 45 ans. Et il occasionne plus de 1000 décès par an. Ce qui est bien avec ce cancer, en l'occurrence, si on peut dire, c'est que nous disposons pour le coup de 2 armes majeures. Le vaccin, d'une part, et puis le dépistage par la suite. Ce dépistage, techniquement, c'est un geste qui est facile à réaliser. Il est certes plutôt inconfortable, mais indolore. Il est pris en charge à 100%, comme vous l'avez dit. Il est très fiable et il permettra d'intervenir très tôt sur ces lésions cervicales
de sorte qu'on pourra minimiser les conséquences dommageables sur la santé et la qualité de vie des patientes. On a plusieurs spécialités médicales qui se proposent d'effectuer ce dépistage. Le gynécologue, bien sûr, tout le monde le sait, c'est le spécialiste de la santé de la femme. De plus en plus de médecins généralistes aussi s'emparent du sujet de la gynécologie et proposent ces actes, mais aussi les sages-femmes. Étant sage-femme moi-même, je sais d'expérience que finalement peu de gens savent qu'on est aussi présente sur le terrain de la gynécologie et pas seulement les bébés et l'obstétrique. Donc j'en profite aujourd'hui pour rappeler que depuis 2009, les sages-femmes sont habilitées à pratiquer le suivi gynécologique des femmes en bonne santé, quel que soit leur âge, qu'elles aient eu des enfants ou non. Elles sont habilitées à pratiquer les dépistages concernés et elles sauront orienter vers un spécialiste si une pathologie est mise en évidence, de sorte que la patiente ait la prise en charge optimale qui s'impose derrière. Pour revenir sur nos actions locales, donc à Périgueux, le Centre de coordination des cancers a initié une collaboration avec le SDIS 24, donc le service départemental d'incendie et de secours. L'idée, c'est de leur renvoyer l'ascenseur, si je puis dire, en proposant de prendre soin de la santé de tous ces professionnels qui dédient leur vie tous les jours à la protection de la population. Et concrètement, nous œuvrons pour faciliter l'accès au personnel administratif du SDIS ainsi qu'aux pompiers volontaires ou professionnels, faciliter l'accès aux 3 dépistages organisés et tout particulièrement celui du cancer du col de l'utérus. Donc je remercie le SDIS pour leur engagement très fort à nos côtés dans cette démarche. Et je vais passer la parole à Justine qui a cette double casquette puisqu'elle est sage-femme libérale et sapeur-pompier volontaire. Bonjour à tous. En effet, je m'appelle Justine, je suis sage-femme libérale et sage-femme au sein du SDIS 24 depuis maintenant 2019. Alors moi, je suis là pour vous expliquer donc le rôle de la sage-femme dans l'organisation de ce cancer. Pourquoi les sages-femmes? Tout simplement parce qu'on a l'énorme avantage de voir les femmes en fait sur tous leurs moments de leur vie, que ce soit les adolescentes, les jeunes femmes, les femmes en maternité, mais aussi en gynécologique sur leur partie post-maternité, mais aussi en ménopause. Donc c'est dans ce cadre-là que justement on peut aborder soit la vaccination sur les jeunes femmes qu'on a au cabinet, mais aussi sur le dépistage du cancer du col de l'utérus, donc par le fruitier à partir de 25 ans. C'est dans ces moments de consultation, donc comme disait Stéphanie, de gynécologie, où on a l'occasion de pouvoir le faire. Et bien sûr, l'avantage, c'est que maintenant, avec le SDIS, une convention va être signée, et on va pouvoir permettre au personnel du SDIS de pouvoir venir sur des consultations dans le département, sur des demi-journées qui seront organisées, pour pouvoir faire leur dépistage à ce moment-là, pour pouvoir faire leur fruitier. Merci. Merci à vous. Bonjour à tous pour ceux que je n'ai pas pu voir tout à l'heure. Donc comme vous l'aurez compris, Monsieur Gandoué vous l'a bien dit, je suis du coup votre nouvelle marraine pour juin vers 2023. Donc, je suis très honorée d'être là. Merci beaucoup pour cette invitation. Je tenais à remercier aussi tous les intervenants car grâce à vous j'en ai appris plus et j'espère que je vais pouvoir redire le plus possible sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de retenir mais j'espère que j'y arriverai. En tout cas voilà, moi je voulais vraiment insister sur le fait de la prévention. Même si à ma petite échelle avec ma notoriété que je peux avoir, je vais essayer vraiment de m'investir sur ça. Parce que moi-même, la première, du coup, je suis un peu déçue de la prévention que j'ai eue. Parce que voilà, aujourd'hui, j'ai 20 ans. Et j'ai un regret, c'est que je n'ai pas pu faire le vaccin, du coup, contre le col de l'utérus. Puisque, comme l'a dit Monsieur Gambé, il se fait, du coup, de 11 ans jusqu'à 14 ans, si je me trompe pas. Et ayant 20 ans, c'est trop tard. Donc, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de prévention. J'aurais aimé aussi que mon médecin généraliste soit un peu plus informé et m'informe plus sur cette cause. Parce que voilà, c'est vrai que des fois on peut avoir des médecins généralistes qui sont des hommes. Peut-être que c'est un sujet qui sont pas super à l'aise, qui maîtrisent pas trop. Et c'est vrai que souvent au niveau de ce sujet-là, on retrouve que des femmes. Et je trouve ça assez dommage. J'aimerais bien que les hommes aussi soient investis dans cette cause
autant que les femmes, parce que ça peut toucher votre mère, votre fille, votre cousine, votre mamie, ça peut vraiment toucher tout le monde. Donc c'est vraiment important d'insister sur ça. Donc j'espère qu'à l'occasion, on pourra faire des événements ensemble. Je vois qu'on a parlé d'un événement effectivement dans des quartiers un petit peu plus populaires, afin de prévenir malheureusement certaines personnes qui n'ont pas accès à toute cette prévention-là, ni les soins médicaux. J'espère qu'on pourra faire ensemble pas mal de choses. En tout cas, c'est très très important pour moi. Peut-être que vous posez la question de pourquoi je me suis investie du coup dans cette cause, tout particulièrement parce que je connais plusieurs personnes qui ont été touchées déjà par cette maladie, malheureusement, et surtout parce que j'ai ma tata qui est à son 2e cancer du sein. Donc c'est très très important pour moi. Je prends très au sérieux cette cause. D'ailleurs, je pense qu'elle est très fière de moi que je sois la marraine aujourd'hui de cet événement-là. Surtout qu'elle aussi est très investie, donc je pense qu'elle va bien m'aider. Donc elle a fait le rallye des gazelles pour celles qui connaissent. Elle fait le rallye en Géorgie cette année. Et donc je pense qu'elle va me donner des petits tips pour être bien présente sur la prévention. Je suis sûre qu'elle m'aidera bien. Puis j'ai beaucoup d'intervenants aussi qui sont là pour m'aider aussi. Donc je voulais vous remercier et j'espère que je ferai de mon mieux en tout cas pour bien représenter cette cause. C'est gentil. C'est le moment. Merci. C'est le moment. C'est le moment, c'est ça. Je vous remercie tous d'être présents, de m'avoir attendu parce que je suis bloc opérateur ce matin, donc je suis venu entre deux. Je m'excuse de prendre juste la place qu'il faut. Je suis très heureux que le centre de dépistage m'ait invité pour parler du dépistage du cancer du col de l'utérus. Et alors moi, je suis le docteur Franck Léonard, je suis gynécologue à la clinique Francheville. Voilà. Moi, je le sais. Bon, c'est vrai. Moi aussi, je le savais. Et donc, il y a quelques éléments clés dont j'ai envie de vous parler, quelques messages à vous transmettre importants. Le premier d'entre eux, c'est que faire des campagnes de dépistage et les médiatiser, c'est d'une importance capitale parce que malheureusement, pour l'instant, et encore aujourd'hui en 2024, le dépistage du cancer du col de l'utérus en France n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait. Ça concerne toutes les classes de population, un peu plus les populations défavorisées. C'est bien d'envisager justement pour cette partie-là de la population française des actions ciblées leur permettant d'accéder plus facilement au dépistage. Et alors on avait préparé, évidemment, à chaque fois on prépare quelque chose. Pourquoi est-ce que les gynécologues sont des acteurs clés dans la sensibilisation à la réalisation du test de dépistage? Le temps, c'est que on voit des femmes toute la journée, donc évidemment, bien sûr, c'est plus facile de communiquer. Mais si je vais rapidement passer sur le sujet, en fait, il ne faut pas qu'on soit les seuls impliqués. Voilà. C'est-à-dire que ça concerne toutes les professions de santé. Et si vous ne deviez laisser la réalisation du dépistage qu'aux gynécologues, compte tenu de la rareté de l'espèce qui a tendance à disparaître de plus en plus, ça marchera pas. Donc il faut absolument que ma voisine Justine, qui représente les sages-femmes, participe activement au dépistage. Comme Lola vient de le dire, les généralistes doivent y participer et encourager leurs patientes à le faire lorsqu'elles ne veulent pas le faire. Alors, c'est pas d'actualité en France pour l'instant, mais les autotests, c'est-à-dire réalisés par la patiente elle-même, c'est une bonne solution en fait. Ça se fait déjà dans d'autres pays en routine, voilà, aux Pays-Bas par exemple. Et puis il faut aussi dire et redire que c'est pas quelque chose de très très douloureux, que c'est rapide, que maintenant en plus, pour rentrer un peu dans les détails de l'examen clinique, il est même plus nécessaire et indispensable de poser un spéculum, qui est un geste relativement désagréable à subir pour les patients, mais qu'on peut parfaitement faire le prélèvement sans poser un spéculum, encore plus vite. Voilà. Donc, il n'y a aucune raison valable de ne pas faire le dépistage, tellement il est simple, facile et rapide à réaliser. Par contre, il y a un point important à signaler, et dans la mesure où il y a des représentants de la CPM ici, c'est important de le dire, ça fait des années
qu'en France, on effectue suffisamment, le nombre est suffisant de tests annuels pour dépister quasiment l'ensemble de la population française. Voilà. Je pense que ça, c'est un message important à passer aux patientes, mais aussi aux professionnels de santé. On fait 6 millions de frottis par an. Voilà. Et ces 6 millions de frottis annuels suffiraient, si tout le monde respectait les recommandations, à dépister l'ensemble des patients. La problématique, elle est très simple en fait. C'est que un certain nombre de patientes ne font pas le test, d'autres patientes le font beaucoup trop souvent. Voilà. C'est-à-dire que finalement, on dépense du temps et de l'argent pour avoir une politique inefficace. Les règles, c'est important de les rappeler, les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui datent déjà de 2019, donc ça fait 5 ans, sont les suivantes. Premier frottis à l'âge de 25 ans, il y a 2 frottis à réaliser entre 25 et 30 ans, et à partir de 30 ans, le dépistage du papillomavirus suffit. Alors là, aujourd'hui, on parle de prévention secondaire, c'est-à-dire de dépister une pathologie présente, mais ça n'empêche pas de rappeler l'importance de la vaccination contre le papillomavirus. Vous savez que certains pays qui l'ont rendu obligatoire, et notamment les pays anglo-saxons, et l'exemple de l'Australie est prégnant à ce sujet-là, le virus a quasiment disparu. En fait. En Australie, on vaccine depuis 2005 ou 2006, je crois, la vaccination a été rendue obligatoire, filles et garçons. Voilà, et tout le monde, comme pour la rougeole, comme pour le tétanos, etc. Résultat, il n'y a plus de lésions précancéreuses du col de l'utérus, et il n'y a quasiment plus de cancer du col de l'utérus en Australie. En une quinzaine d'années, on a quasiment éradiqué un cancer. Voilà. Alors ça n'empêche pas, si on est vacciné, de continuer à faire le dépistage, mais c'est aussi un message important. Le frottis, la recherche du papillomavirus, c'est quelque chose d'important, mais le vaccin l'est encore plus. Alors, c'est assez récent, je n'ai pas la date, mais maintenant on recommande de vacciner aussi les garçons, parce que évidemment, en France, on a fait comme d'habitude, non j'exagère, pour une fois, on a fait n'importe quoi, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que quand on a mis en place le vaccin, on a dit c'est que pour les filles, puisqu'il n'y a que les filles qui ont le cancer du col de l'utérus. Vous imaginez bien que si on avait vacciné la moitié de la population pour la rougeole, on n'y serait jamais arrivé. Enfin, voilà, il y aurait toujours de la rougeole. Donc là, on a recommandé de vacciner la moitié de la population qui est en contact avec un virus. Évidemment, ça n'a pas éradiqué le virus. Voilà, c'était conduit d'avance. Donc filles et garçons. Voilà. J'ai 3 garçons, ils sont tous les 3 vaccinés. Bon. Alors attendez, parce que évidemment, j'ai fait très vite, je n'ai pas pris les lunettes pour ma maladie des yeux. Donc, oui, les idées reçues sur le dépistage. Je vous en ai parlé, en fait. C'est pas le dépistage du cancer du col de l'utérus, c'est le dépistage en général. C'est-à-dire les freins au dépistage, ils sont à peu près toujours les mêmes. On a peur qu'on nous annonce une mauvaise nouvelle, on a toujours autre chose à faire, etc. C'est pour ça qu'il est très très important de le rendre facile et de lever un maximum de peur. Dans la majorité des cas, les dépistages qu'on réalise quotidiennement au cabinet reviennent normaux. À peu près 10%, on va trouver une positivité au papillomavirus, puisque désormais, on fait un dépistage complet, on recherche le papillomavirus et les lésions qui peuvent être induites par la contamination à ce virus. En fait, lorsqu'on trouve un papillomavirus et l'absence de lésions, ou des lésions qui sont bénignes, ce qui est le cas dans la majorité des cas, on va faire une simple surveillance pendant les 2 années qui suivent, et on observera dans plus de 70% des cas la disparition du virus, sans qu'il y ait eu de lésions. 2 ans, la sanction, enfin la décision, elle est relativement simple. Ça consiste à faire une petite intervention chirurgicale où on enlève une petite partie du col de l'utérus. Alors je vais aller assez vite, le col de l'utérus mesure 4 cm de hauteur, en fait on enlève 1,5 cm. C'est une intervention simple qui se déroule sous anesthésie générale.
dans un établissement de qualité où tout le monde est gentil, dans plein d'autres établissements aussi, mais en l'occurrence à la clinique Frangeville, et qui se passe très bien, sans complications majeures, et qui permet de guérir les patientes et d'éviter de passer au stade supérieur qui est le cancer du col de l'utérus. Pour vous donner une idée, il y a à peu près par an 1000 nouveaux cancers du col de l'utérus qui sont dépistés. Ça, c'est le dépistage, ce que ça peut donner et ce que ça va entraîner par la suite. Mais je pense que l'enjeu, il est pas là. Si on veut vraiment que les choses changent, globalement, il y a beaucoup de patientes qui vont venir, qui vont faire leur dépistage, qui vont se déplacer, etc. Il n'y a pas de problème, elles y arriveront toujours, soit leur généraliste, soit leur sage-femme, soit leur gynécologue. Ce qui est très important, c'est de développer des politiques de sensibilisation des publics qui ne viennent pas nous voir. Et chez les patientes qu'on diagnostique avec un cancer du col de l'utérus, très souvent quand même, malheureusement, ça concerne des gens qui sont issus de populations défavorisées ou de classes populaires et qui vont pas venir faire le dépistage parce qu'elles pensent que ça va leur coûter cher, alors que maintenant on envoie systématiquement une invitation au dépistage qui est gratuit pour l'analyse pour l'analyse du prélèvement, et c'est primordial qu'on puisse, à mon avis, aller vers les gens, mettre en place certaines politiques. Il y a des départements où il y a des bus de dépistage du cancer du col de l'utérus, parce qu'il y a aussi l'accès géographique qui peut être compliqué. Les quartiers populaires sont souvent un peu plus négligés, donc on peut organiser des journées de dépistage, des informations ciblées. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très bien et c'est indispensable, mais je ne pense pas que ce soit suffisant. Il faut aller plus loin si vous souhaitez qu'on progresse et qu'on dépasse le seuil des 60%. Voilà. Je crois que j'en ai assez dit, et puis tout le monde va parler. Les 80, parce qu'on est déjà à 60. 60. Ouais, bon, d'accord. C'est vrai. Pour le secteur du compare avec tout. Moi, je voudrais profiter et rebondir là sur papillomavirus, puisque vous avez parlé, docteur. Bon, pour redire qu'effectivement, c'est l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui a lancé la première, et ça a été repris après sur l'ensemble des régions de France, donc dès cette année, à la rentrée dernière, donc un aller vers tous les collèges, une vaccination donc, au HPV sur filles et garçons, donc à partir des classes de 5e. Le rappel est en cours puisqu'il y a 2 premiers vaccins qui sont faits là, sur ces classes-là. On a dû gagner, j'ai plus les chiffres en tête, mais voilà, c'est quand même une réussite pour une première année. On va bien évidemment poursuivre à la rentrée prochaine, donc sur les classes à venir, pareil, collège et puis après lycée, dans un deuxième temps, quelques années après. Donc voilà, on espère pas rattraper l'Australie, mais progressivement rentrer dans cette démarche-là. Donc c'est à signaler, et puis aussi, c'est ce que j'avais dit aussi un peu à l'introduction, aller vers les personnes qui sont les plus éloignées. On va travailler aussi avec les IME, les établissements médico-sociaux, pour aller vers eux aussi, déployer cette organisation. Donc, cette organisation, elle est déployée donc, évidemment avec le conseil d'éducation nationale, puisqu'on était dans les classes, et puis avec des opérateurs. On a 2 conseils départementaux, la clinique, Pasteur, donc ils se sont répartis les structures. Donc voilà, on essaie de progresser aussi dans ces démarches de ce que fait l'assurance maladie, d'aller vers et d'apporter aussi des réponses. Alors après, il y a toujours des refus sur des parents, c'est pour ça qu'il faut expliquer. Et puis, notre objectif, bien sûr, c'est d'aller vers des pourcentages de vaccination contre le dépistage à hauteur d'à peu près 80%, parce qu'on considère qu'on est arrivé à ces niveaux-là, on finit par éradiquer une maladie. Je voudrais juste apporter une petite information pratique. On a parlé de l'aller vers des plateaux téléphoniques de l'assurance maladie. Alors ça, c'est surtout pour les journalistes parce que c'est important pour que les gens décrochent. Pour dire que quand on appelle, c'est le 33 36 46 qui s'affiche en fait sur vos téléphones portables. Donc ce n'est pas de la publicité, c'est l'assurance maladie qui vous appelle
pour parler de la prévention des dépistages organisés, que ce soit le colorectal, le sein et l'utérus. Et c'est extrêmement important de décrocher. Aujourd'hui, une personne sur deux ne décroche pas, donc c'est dommage, parce que franchement, c'est pour vous parler de prévention, c'est vous parler et éventuellement de vous renvoyer une invitation. Voilà. Donc s'il vous plaît, quand ce numéro de téléphone affiche, vous avez tout intérêt à décrocher. On peut le rappeler ou 33 36 46. Si les gens répondent pas, est-ce que on peut rappeler ce numéro ou pas? Alors oui, vous pouvez le rappeler, mais ça va. Enfin, en général, on préfère vous rappeler. Voilà. Donc quand on n'arrive pas à vous avoir une chance, vous le rappelez plusieurs fois. Voilà. Donc c'est le préfixe 33 et 36 46. Je vais quitter la salle parce que je vais revenir travailler. Je voulais juste vous dire que mes collègues et moi-même, en tout cas pour ceux que je connais, on souhaite réellement s'impliquer le plus possible, en tout cas à un niveau purement personnel. Je serai toujours disponible et on répondra toujours présent pour vous aider. Les tutelles, bien évidemment, mais surtout les patientes qui auraient des besoins, on répondra toujours présent, parce que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Voilà, merci. Ah oui, vous avez des questions pour moi. Pas particulièrement. Mais ça me va bien. Hein. On a parlé de tous les acteurs de santé publique qui pouvaient faire la promotion du dépistage, mais dans le cadre de la convention avec le SDIS, Danube, c'est la médecine du travail qui va le faire. Donc, est-ce qu'on peut leur céder la parole? On a le président du centre de gestion qui est là pour la médecine des personnels administratifs et la chefferie santé qui assure le suivi médical des pompiers. Non, monsieur Carrera. Non, juste beaucoup. Non, je crois que l'importance, au travers de toutes les interventions qu'on a eues ce matin, c'est effectivement la question de la prévention. Je dirais de multiplier les partenaires et multiplier les réseaux de prévention possibles, parce qu'il y a effectivement toute une couche de la population, je dirais, de plus jeunes jusqu'à 65 ans. Je dirais que ce soit sur l'utérus, que ce soit sur le sein, sur effectivement le colorectal aussi, qui est une question. Et les services de médecine du travail, je crois qu'elles ont un rôle à jouer important, puisqu'elles touchent toute une population active. Et donc c'est le sens de la convention qui est compris entre nous et le SDIS et l'ARS pour aller sur renforcer ce dépistage par un truc, y compris le centre de gestion, pour donner, parce que vous parliez, le SDIS c'est 2000 agents. Le centre de gestion qui a un service de médecine préventive, y compris facultative, parce qu'on touche les agents territoriaux du département, qui sont à l'ordre de 6 000 à 7 000 fonctionnaires territoriaux, mais y compris avec des conventions avec d'autres structures, d'autres collectivités, qu'elles soient de la fonction publique d'État ou territoriale, du reste. Dans le cadre, y compris qu'on suit les agents administratifs au niveau des services santé et techniques du SDIS, puisque le corps de sapeurs-pompiers est quelque chose qui est suivi à part. Mais je veux dire, pour donner une ordre d'idée, c'est 11 000 à 12 000 agents que nous suivons au niveau du centre de gestion, avec 3 médecins du travail, 4 infirmières de santé au travail, 2 ingénieurs de prévention, y compris le psychologue, y compris qui a la charge aussi de travailler sur le retour à l'emploi. Qui sont aussi des choses qu'il faut prendre en compte par rapport au premier témoignage que nous avions tout à l'heure. Et donc l'importance, parce que souvent, je dirais pour le SDIS, pour les sapeurs-pompiers, dans les territoriaux, y compris des agents qui interviennent à domicile, et à domicile, souvent on prend soin des autres, on prend pas soin de soi. Et donc la prévention, elle peut permettre aussi, à un moment donné, d'aider à ça, et je dirais, quelque part, la fierté de rentrer dans cette convention, parce qu'on a vraiment un rôle à jouer, et je dirais notamment dans les populations actives, qui souvent ne sont pas celles qui prennent le plus soin d'elles, et dans un département, je terminerai là-dessus, ça a été abordé tout à l'heure, où on parle beaucoup de certification médicale. Il n'y a plus de médecins référents. La médecine du travail, elle peut être ce référent-là en même temps qui amène sur le circuit de prévention. Oui, moi je vais rebondir sur ce que vous évoquez. Je suis totalement favorable et je suis dans ce genre de plaidoyer. Depuis 2019, j'ai pris ces fonctions au niveau
du centre, j'ai été promouvoir l'élargissement du nombre de professionnels acteurs de santé qui sont habilités à pouvoir s'engager autour de ces enjeux, parce que c'est vrai qu'on est dans un environnement très réglementé, là où, comme vous l'évoquez, en fait, il faut avoir beaucoup d'agilité et beaucoup de simplification administrative autour de ces enjeux. Donc on a réussi, par exemple, pour les pharmaciens, à leur donner l'habilitation à la délivrance de kits, par exemple, colorectaux. On s'aperçoit très clairement que le niveau, par exemple, de taux de participation en région est de 35%, là où dans les pharmacies, le taux de participation est de 60%. Je pense que la réponse est dans l'état de la question. Les médecins du travail, depuis l'été 2022, ont l'autorisation, la médecine du travail a l'autorisation de travailler autour de ces enjeux également. Et c'est vrai, après, c'est le temps qui leur est imparti, qui est parfois complexe, mais si le mouvement est lancé, ça sera très, très favorablement, à mon avis, accueilli par les bénéficiaires. Je vais prendre un dernier exemple, parce qu'on expérimente beaucoup de choses en région Nouvelle-Aquitaine, et j'étais avec le président de l'Institut national du cancer lundi, pour lui présenter justement les premières actions d'Aller Vers. On est en lien aussi avec la directrice des assurés, Catherine Grenier, de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui regarde ça avec une très très grande attention. Et j'ai la direction générale de la santé cet après-midi justement pour présenter ces différentes initiatives. Par exemple, dans les Deux-Sèvres, on a souhaité développer un régime de dérogation auprès des infirmières libérales, qui dans leur métier, dans leur champ de compétences, ne sont pas habilitées, par exemple, à délivrer les kits. Et pour autant, quand elles le font, on a des taux de performance qui sont bien plus importants que notre moyenne régionale et notre moyenne départementale. Donc, comme vous l'évoquez très justement, on a des leviers qui consistent à se dire qu'on ne sera jamais assez nombreux pour promouvoir la prévention et le dépistage, qu'on a de la chance d'avoir une délégation départementale de l'ARS qui anime avec nous des comités territoriaux qui seront intégrés demain dans les CTS. Et grâce à l'agence, on arrive à mettre aussi tout le monde autour de la table pour justement que chacun se saisisse individuellement de cet enjeu pour la vie, de cet enjeu pour la santé, puis qu'on arrive à renforcer aussi cette mission de l'Aller Vers dans une démarche d'évaluation aussi de l'action. C'est-à-dire que si on veut que demain il y ait un élargissement, une massification, une modélisation de notre approche, ce qu'il va falloir, c'est qu'on arrive, nous, en région Nouvelle-Aquitaine et dans le département, à montrer que ça marche. Et donc ça veut dire aussi qu'il faut rentrer dans un process méthodologique qui est un peu contraignant, mais qui nous permet, quand j'ai été lundi dernier à Paris à l'Institut national du cancer, j'arrive avec des données qui sont probantes, qui sont non contestables d'un point de vue scientifique, c'est la recherche interventionnelle que l'on fait en sciences humaines et sociales. Et donc du coup, on a un accueil qui est très favorable et on a des soutiens qui nous permettent d'envisager demain un élargissement des professionnels qui seront habilités, puis également des acteurs de santé qui aujourd'hui ont envie de s'engager et qui malheureusement ont un plafond de verre réglementaire qui reste encore un peu épais et un peu bas. Mais on va y arriver collectivement, j'en suis convaincu. Si vous permettez, je vais juste rajouter, parce qu'on n'a pas, dans tous les départements, On a aussi la chance d'avoir un centre d'examen de santé qui se situe à Périgueux, qui réalise les frottis et qui remet le kit. Donc c'est aussi important parce que c'est aussi un acteur du territoire. Ouais. Moi, c'est juste pour dire que je suis médecin du travail. Je représente le SPST 1924. Je suis également sapeur-pompier volontaire. Mais si je suis là, c'est juste pour dire que nous, on travaille avec Madame Chollet. De temps en temps, on l'a déjà rencontrée sur le terrain. C'est d'ailleurs à cause d'elle que je suis là. Grâce à elle que je suis là, voilà. Parce que c'est effectivement un sujet qui nous intéresse. Et nous, au niveau du SPST 1924, dans notre logiciel, en matière de consultation médicale, nous avons carrément, je vais dire, un onglet qui rappelle si le frottis a été fait ou pas, selon l'âge, etc. Et ça nous permet d'orienter, de sensibiliser. Et notre objectif, c'est de pouvoir, parce qu'on fait beaucoup d'interventions dans les entreprises, c'est de voir sur 2025 si on peut faire 2 ou 3 sensibilisations dans les entreprises, pouvoir inviter, etc., etc. Donc, c'est un sujet qui nous intéresse. Ce n'est pas seulement la médecine du travail, donc au S10, mais c'est franchement tous les acteurs de la santé qui peuvent y participer. Ça nous aidera nous tous, quoi. Donc voilà, je tenais à le rappeler.
Dans le cadre de notre action avec le SDIS, l'idée, effectivement, c'était ça, c'était de systématiser la question des 3 dépistages dans les visites médicales et des visites thérapeutiques. Et c'est à force de poser la question systématiquement, qu'on arrivera peut-être, j'espère, à faire changer les mentalités, de même dans la tête des patients, de sorte que cette question, ça devienne un réflexe santé ou un réflexe. Et puis peut-être aussi rappeler que donc en ville, les médecins généralistes ont la liste des patients fournis par l'assurance maladie, des patients qui n'ont pas réalisé leur dépistage organisé. Voilà. Donc c'est très facile de la consulter et de rappeler lors des consultations la nécessité de faire dépister. Monsieur Buage, oui, rapidement. Oui, je voulais juste rappeler une note positive. Lorsque, grâce au QSE, Émilie et Cyril, elle nous a permis de rencontrer, j'étais avec le contrôleur général, notre infirmière chef et moi-même, de rencontrer Madame Rennes et Laura. On a été séduits par ce projet, je vous le dis, on a dit, et nous, vous savez, on est quand même encore constitué, on réagit très vite, et on a dit c'est bien, et Sylvie vous expliquera comment on a déjà organisé les choses, on a été très vite, et vraiment on a été séduits, on a trouvé que c'était une très 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 bonne chose. Alors, et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a eu une réunion avant-hier, il y avait une dizaine de médecins, d'infirmiers, et tous ont dit, mais c'est bien ça, c'est bien ce qu'on va faire au sein du SDIS. Et ensuite, j'ai eu 2 chefs de centre du département qui m'ont fait la réflexion, ils m'ont dit, mais c'est pas mal, on peut faire encore plus de com là-dessus. Ils sont tous preneurs, on sent que c'est bien. Chose négative que je constate en tant que médecin généraliste de ville. Il y a un gros problème au niveau de la vaccination pour le papillomavirus, c'est les familles, les mamans qui sont contre les vaccins. Et ça, pour en être conscient, c'est vraiment une catastrophe. Ce vaccin bashing, il existe, il faut le savoir. Parce que M. Couteau parlait tout à l'heure au niveau des collèges de la bonne organisation qui a été faite, parce qu'il y avait des médecins, infirmières et tout pour expliquer. Je trouve qu'on a eu peu de monde, enfin on a eu du monde, comme il disait, et j'espère que ça va progresser, on n'a pas eu le monde espéré. Vous ne croyez pas? Ça aurait pu être bien mieux. Donc, oui, mais c'est la première année. C'est la première année, mais pour vous dire que ça, à mon avis, c'est un vrai frein. Deuxième chose qui est vraiment très embêtante, moi je le vois parce que je vois beaucoup de jeunes et puis bon, d'ados et quand même, la contamination est très présente, il faut le savoir quand même. Il y a quand même des prélèvements qui sont inquiétants. Il y a une sexualité qui, une fois qu'on a fait le vaccin, qu'on a fait ces tests et tout ça, on fait un peu n'importe quoi, aussi, vous voyez, je veux dire quoi. Et donc c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de tests, et moi j'ai des jeunes femmes qui ont été opérées déjà d'un cancer c'est galère, quoi, parce qu'après elles se posent des questions, elles ont peur pour l'avenir, donc d'où le rôle primordial de la prévention. Alors, dernière chose là-dessus, après je passe à la parole à Sylvie, c'est que nous, en tant que médecins de terrain, et pas moi, j'en parlais avec la directrice de la CEPAM, c'est quand on a l'impression qu'on fait du bon boulot, qu'on en parle et tout, et quand nos délégués de santé nous donnent nos chiffres, on se rend compte qu'on est à peine à 50%, madame la médecin, 50-60%, nous. Sur l'utérus. Je parle des 3, hein. Oui, L'utérus, oui. Pour vous dire qu'on est. Le rectal, on n'est pas bon. Ouais, voilà. On pourrait être bien meilleur, là-dessus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, et je passe la parole à Sylvie, mon infirmière chef, pour qu'elle vous explique ce qui a déjà été ce qu'on a déjà réalisé. Donc, au sein du SDIS, dans le cadre de l'aptitude médicale, en lien avec donc Madame Rennes et Laura, on va mettre en place un questionnaire pour tous nos sapeurs-pompiers, qui sera réalisé par les infirmières sapeurs-pompiers lors des visites médicales de nos agents. Donc, ce questionnaire, il visera les 3 dépistages obligatoires. Ça permettra notamment de faire un recensement sur les gens qui ont fait leur dépistage, bien sûr, mais ça ouvre surtout le dialogue pourquoi ils n'ont pas fait le dépistage. Voilà. Donc nos infirmières ont été formées, grâce à Madame Rennes, sur ces 3 dépistages. Ils ont aussi les compétences, bien sûr, pour répondre justement à toutes les fausses croyances de nos agents et répondre à toutes leurs interrogations, toutes leurs peurs par rapport au dépistage. Voilà. On va leur favoriser aussi la tâche, comme vous a dit le directeur, c'est-à-dire qu'on va donner 2 heures sur le temps de travail à nos agents féminins pour aller faire leur dépistage. Et on va aussi leur faciliter la tâche en les orientant s'ils ont besoin sur des personnels de santé, dans le cas où ils n'ont pas de gynéco, où ils n'ont pas de sage-femme. Nous, on a 5 sages-femmes à l'heure actuelle dans nos effectifs. On en aura bientôt un peu plus, je vais en avoir à peu près 9 dans l'année.
Donc on pourra les orienter s'ils n'ont pas de personnel soignant pour les aider. On a aussi la possibilité de leur donner la pochette pour le dépistage colorectal, puisqu'on nous en a amené 2 cartons, et on va pouvoir, lors des visites médicales, ça ne sera pas l'excuse, je n'ai pas le temps d'aller chercher ma pochette à la pharmacie ou au médecin. On l'a, on vous la donne, etc. Voilà. Donc on va vraiment essayer de leur faciliter la tâche et de répondre à toutes leurs attentes, à toutes leurs angoisses, à toutes les fausses croyances. Et aussi, nos infirmières sont compétentes pour leur expliquer le déroulement du dépistage aussi. Parce que des fois, ça peut faire peur, effectivement, comme certains l'ont dit, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Voilà. Et on fera un retour, bien sûr, au centre de dépistage, de toutes les connaissances et de tout les renseignements qu'on pourra avoir de nos agents. Pour qu'après, ils puissent agir en conséquence. Voilà. Une dernière réflexion, j'ai fait quand même beaucoup de gardes d'asile neufs et je n'ai eu aucun effet indésirable, hein, quand même, faut le savoir. Hein, c'est-à-dire que, tu es d'accord, Justine, on en fait quand même beaucoup, je vois mes collègues, on parle entre nous, j'ai rien vu, quoi. Et donc, vous voyez, c'est des idées, ça je peux l'affirmer, hein, je vois pas. Vous êtes d'accord? On a un très bon essai clinique sur le sujet, c'est évoqué, c'est l'Australie. Il est temps de conclure parce qu'on a d'autres obligations juste derrière nous. Je voudrais remercier les équipes de M. Gandoué de l'organisation de cette matinée. Je voudrais remercier le SDIS pour son accueil, la témoin qui était là. Voilà, et puis le soutien de l'ARM. Je pense que c'est important. Merci beaucoup. Merci à tous. J'avais peut-être une question, moi, parce que donc j'y pense. Je sais qu'on a le planning familial, du coup, à Périgueux. Et je sais que généralement, ils ont des gynécologues, des médecins généralistes aussi. Est-ce qu'il est possible, par exemple, pour une personne mineure, du coup, comme le disait monsieur, qui a un parent qui refuse qu'elle fasse ce vaccin, est-il possible à elle de se rendre au planning familial et de demander ce vaccin? Non. C'est toute la difficulté aussi avec les vaccins. Effectivement. Je sais que la contraception c'est différent, on peut avoir une contraception, etc. Mais et ça serait dommage, donc il faut peut-être quelque chose à. Ce couteau, je crois que même pour le Covid, c'était pareil, on n'avait pas, on pouvait pas. Pour l'autorisation d'un des deux pour les jeunes, un des deux parents de donner l'autorisation. Ça peut être dommage, du coup, effectivement, ça peut freiner, du coup. La vaccination avec le l'âge, il faut 2 par an. Oui, c'est le Covid, ça l'avait eu pour le Covid, pareil. On en reste là, merci à tous. Merci. Monsieur Poteau, pour ce.